Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre hebdo. Dans l'actualité cette semaine, parlons tout d'abord de la situation sanitaire dans la région. Dans le département, les indicateurs épidémiologiques restent élevés. Selon l'Agence régionale de santé, les effets de ce nouveau confinement ne commenceront à être visibles qu'à partir de la semaine prochaine. Autre inquiétude en Vendée, les variants sud-africains et brésiliens sont 2 fois plus présents que dans le reste du pays. Ils représentent 10% des criblages effectués, mais ces variants sont difficilement différenciables. Si on veut voir la certitude et faire la différence entre l'un et l'autre, il faut passer à un autre type d'examen, l'examen du génome du virus. Et donc là, on s'adresse à des plateformes génomiques qui se trouvent à Paris, à Lyon et à Marseille, mais également aussi avec un certain nombre de CHU en réseau. Et donc, on va évidemment continuer ces explorations-là et adresser un certain nombre de tests vendéens au CHU de Nantes pour qu'ils puissent faire ce séquençage et nous dire si oui ou non on a affaire aux Brésiliens ou aux Sud-Africains. Jusqu'ici, les séquençages qui ont été faits ont plutôt montré que c'était très majoritairement le Sud-Africain qui était présent. À une exception peut-être près, on a trouvé un variant brésilien. Et pour faire face à cette troisième vague de l'épidémie, des nouvelles restrictions sont en vigueur depuis 2 semaines désormais. Mais le confinement et le couvre-feu sont-ils respectés en Vendée ? À La Roche-sur-Yon, pour vérifier les attestations des riverains et des automobilistes qui se retrouveraient dehors aux horaires non autorisés, la police a renforcé ses contrôles, notamment dans le centre-ville. Généralement, les gens sont compréhensifs, ils l'acceptent. On est quand même dans une petite ville, même à La Roche-sur-Yon, mais ils l'acceptent généralement. Ils ont cette attestation, en grande majorité. Il y a beaucoup de tolérance, en effet, on les contrôle. Certaines personnes ne peuvent pas le faire immédiatement, ou l'ont oublié parce que la journée a été très longue. Et donc, ce qui nous permet, grâce au téléphone, d'ailleurs, de pouvoir faire une attestation devant nous et les gens partent. Donc, il y a beaucoup de compréhension de notre part aussi. Des forces de l'ordre qui doivent également gérer plus de violences intrafamiliales ou conjugales pendant un confinement. L'association SOS Femmes Vendée, qui accompagne et aide les femmes victimes de violences au sein de leur couple, recense ainsi plus de demandes lorsque les mesures sanitaires sont strictes. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont appelées depuis une semaine, dont certaines dès l'annonce du confinement. Parce qu'elle savait, une qui nous a dit « je ne pourrai pas rester faire ce confinement une nouvelle fois avec mon conjoint ». Tout ce qui est en direction des femmes, dans l'immédiateté, la mise en sécurité, l'hébergement d'urgence, la réponse téléphonique, il n'y a rien qui change. Même je dirais que notre mission c'est d'accueillir, quel que soit le nombre de femmes, toutes celles qui seraient en danger immédiat. Donc si on n'a pas assez de place, on prend des chambres d'hôtel, mais on répond. Et depuis le 1er janvier 2021 en France, 32 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans les EHPAD du département, la grande majorité des résidents sont déjà vaccinés, mais avant l'arrivée de ces vaccins, ces établissements ont été particulièrement affectés par l'épidémie. Certains ont même connu des moments très difficiles. C'est le cas à Essart-en-Bocage. Fin décembre, l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul est touché par le virus. 80% des résidents contractent la maladie et plusieurs décèdent. Un peu plus de 3 mois après, le traumatisme reste très présent pour les personnels et les résidents. Reportage Alix Lanos. Cet établissement a payé un lourd tribut. Sur la petite centaine de résidents de cet EHPAD, seuls 17 sont restés négatifs au Covid. Et près de la moitié du personnel a également été touché. Une vague prise de plein fouet en décembre dernier. En fait, on se demandait quand ça allait être notre tour. Vraiment. Et c'est angoissant de travailler avec... dans ces conditions de travail, ça a été quelque chose de très éprouvant. Oui. Les équipes tombaient, les jours se suivaient et il en manquait toujours 1, 2, 3. Je faisais aussi les tests TROD sur place et il y en avait toujours un de positif tous les jours. Ouais, il y aura une trace dans l'accompagnement et dans l'acceptation de ce qui s'est passé parce que ça reste quelque chose d'inattendu, même si on s'y préparait depuis des mois. C'était ailleurs, c'était pas chez nous. En un mois, 14 résidents décèdent. Pour leurs voisins de chambre, leurs amis, impossible de les veiller et de leur dire au revoir. Un double traumatisme pour beaucoup. Oh, il y a eu vraiment des moments qui a eu beaucoup de peine. C'est que 2 par jour, quelquefois, ça a été vraiment terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir certains partir. Parce qu'on me l'annonçait un jour. Un tel est parti, un tel est parti. Oui, alors tous les jours... Oh, oui, ça m'a touchée profondément. À 101 ans, Marie-Noëlla a survécu à la maladie, mais pleure encore bon nombre de disparus.
Sur les 14, je connaissais tout le monde depuis 12 ans que je suis ici, moi. Alors, j'ai pleuré. Je perdais quand même une amie, oui. Et puis, sans savoir ce que moi, je pourrais supporter encore, quoi. Un deuil évidemment compliqué pour les résidents, mais également pour le personnel soignant. Ne pas pouvoir accompagner les gens correctement parce qu'ils sont soit hospitalisés ou ils sont partis rapidement, là c'était très difficile. Et on a du mal à faire le deuil de ces gens-là parce qu'on n'a pas fait un bon accompagnement pour nous. Voilà. Si les conditions sanitaires le permettent, en juin prochain, une cérémonie commémorative devrait avoir lieu à l'église des Sarres en Bocage pour les résidents, le personnel et les familles des personnes décédées. Au chapitre santé, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux donneurs. En raison de la crise sanitaire, l'organisme constate une baisse des dons. Les réserves de sang sont actuellement au plus bas. En Vendée, toutes les informations sur les dates et les lieux des prochaines collectes sont à retrouver sur le site de l'établissement français du sang. En politique, les élections régionales et départementales auront bien lieu. Elles seront cependant décalées d'une semaine pour se tenir les 20 et 27 juin prochains, avec quelques modifications apportées par le gouvernement. Pour le moment, les rassemblements de campagne en intérieur ou en extérieur sont impossibles. Dans chaque commune, les assesseurs pourront être vaccinés ou devront obligatoirement réaliser un test PCR ou un autotest quelques heures avant le scrutin. Les dépouillements devront s'effectuer en extérieur dans la mesure du possible. Et enfin, les horaires d'ouverture des bureaux de vote pourront être étendus de 8h à 20h selon décision de la préfecture. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, ce lundi, a marqué le début des vacances scolaires. Elles vont durer encore une semaine. Le calendrier initial a été modifié en raison de la crise sanitaire. Des vacances de printemps qui marquent habituellement le lancement de la saison touristique, mais avec le confinement et les règles sanitaires, les sites restent fermés. Un coup dur pour une partie des professionnels. Reportage Grégoire de Châtillon. Cela fait plus de 5 mois que les 300 animaux du zoo n'ont pas vu de visiteurs. Ouvert normalement au public dès début février, ici, on ne comprend toujours pas pourquoi le parc animalier est fermé, alors que les jardins et parcs botaniques, eux, sont ouverts. On crie haut et fort qu'il faut mieux être dehors qu'être enfermé dans un bâtiment. Nous, on a la chance d'être en plein air, mais la malchance de ne pas pouvoir accueillir du public, contrairement à tous les jardins publics. Et donc là, il y a une incompréhension totale et une incohérence totale. Nous, les protocoles de toute façon qui avaient été validés en 2020 sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, le parc est prêt. En attendant, le travail avec les animaux est le même et l'équipe est au complet. Aujourd'hui, il y avait le nettoyage du bâtiment Girafe en plus. On a l'approvisionnement de la boutique aussi qui est en cours, justement en prévision de la saison. Un peu plus loin, à Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve, qui reçoit habituellement plus de 10 000 visiteurs par an, traverse des heures sombres. En effet, le monument privé n'a pas obtenu le fonds de solidarité aux entreprises parce que son propriétaire ici, en train de désherber les extérieurs, est salarié en dehors du château. Résultat, aucune aide pour son monument. Cela veut dire aucune recette depuis sa fermeture le 27 octobre dernier. Terre-Neuve a traversé les guerres. À l'époque d'Octave, Octave de Rochebrune, il y a eu évidemment la guerre de 1870-71. Ça a traversé la commune. Ça a évidemment traversé la première guerre, la deuxième guerre. On est sur une pandémie. L'idée, c'est de faire le dos rond et puis d'avoir une forme de résilience, de traverser la crise, de prendre sur soi, de, comme dirait l'autre, mettre un maximum d'énergie, d'oublier ce qu'on appelle un certain confort parfois, mais de se battre et puis de traverser la pandémie comme ça. Construit en 1584, ce joyau de la Renaissance devrait pouvoir tant bien que mal encore résister. Cette semaine a également été marquée par le retour des températures négatives. Le gel avait d'ailleurs déjà sévi la semaine dernière. Il a provoqué des dégâts importants dans les vignes. Un tiers de la production française serait ainsi perdu. En Vendée, c'est le littoral qui a particulièrement été touché. Et malgré les précautions prises par Delphine et Christian Naubiron, propriétaires du domaine des Granges, une grande partie des vignes n'a pas résisté au froid. Reportage Alexia Janet. Voilà, c'est mort ça.
On voit bien, là, c'est tout sec, il n'y a plus rien. Cette vigneronne constate l'étendue des dégâts causés par le gel ces dernières nuits. L'ensemble de ces parcelles de vignes a été touché. Dans celle-ci, plus de la moitié de la production est perdue. Ça fait mal au ventre. Ouais. C'est gelé, grillé, voilà. Il n'y aura pas de production sur les cèpes qu'on subit la gelée. Pourtant, le couple de vignerons a bien tenté de ralentir le gel à l'aide de bras zéro et de feux de foin. Mais le combat n'est pas encore terminé. L'objectif, protéger ce qui a été épargné du froid annoncé ces prochains jours. On n'a pas envie de subir, donc on veut rester combatif pour nos vignes, où il y a encore quelques prémices de végétation qui veulent se battre avec nous. Du coup, on sera là pour les préserver et essayer de garder un maximum de production pour le millésime 21. Car si les gelées ont des conséquences sur la récolte cette année, cela aura des répercussions directes sur le millésime 2021. Ouais. On a des gammes qui arrivent assez tôt. Alors, ce n'est pas des vins primeurs, mais c'est des vins de l'année qui vont arriver sur les moments du printemps. Donc au printemps l'année prochaine, c'est là qu'on va vraiment ressentir l'impact. Il y aura l'option certainement d'un tarif plus vers la hausse. C'est ce que certains vignerons commencent à dire, puisque de toute façon, le produit va être un peu plus rare. 10 régions en France sont concernées par cette période de gel. Le gouvernement a annoncé des aides exceptionnelles aux agriculteurs touchés pour les aider à faire face à cette crise climatique. Avant de refermer cet hebdo, un mot de sécurité routière. L'apprentissage de la conduite sur simulateur tend à se développer. En sécurité derrière des écrans, l'élève peut appréhender la prise en main d'une voiture avant d'apprendre à bord d'un vrai véhicule. Code Rousseau s'est lancé sur ce marché du simulateur de conduite. La société vendéenne souhaite ainsi renforcer son positionnement numérique. Les explications de Pierre Dalicieux. Voici Oscar 2, la nouvelle version du simulateur de conduite pour les apprentis conducteurs. Un outil de plus en plus utilisé dans les auto-écoles. Depuis août 2019, chaque élève peut passer jusqu'à 10 heures sur le simulateur avant de prendre la route au volant de vrais véhicules. Un gain de temps pour le gérant de cette auto-école. Les élèves, quand ils vont commencer la conduite dans une vraie voiture, ils auront déjà pas mal de bonnes bases au niveau de la mécanique, au niveau des contrôles. Ce qui va permettre certainement de gagner un petit peu de temps en termes de volume de formation. Donc on aura dès le départ des élèves qui auront des bonnes connaissances mécaniques au niveau des intersections, des placements. Voilà, ça permettra certainement aussi eux d'être plus à l'aise dès le départ, de ne pas avoir le stress en fait de l'environnement. Chaque élève passe en moyenne 32 heures de formation. Cet outil est là aussi pour leur permettre de se confronter avant même de prendre le volant d'une vraie voiture à des situations qu'ils n'auront, espérons-le, pas à vivre avec leur formateur. Là, par exemple, on va avoir l'évaluation des trajectoires par rapport à un virage. On va avoir le respect de la limitation de vitesse également. On peut avoir des indices qui... donc là, on a eu un incident, voilà, c'est pris en compte. Par exemple, une sortie de piste va compter comme une erreur de la part de l'élève et va impacter le résultat global de l'évaluation. Une évaluation qui permettra de connaître à peu près le nombre d'heures de formation dont chaque élève aura besoin. Une nouvelle technologie au service de la route, mise en place par l'entreprise Code Rousseau. Code Rousseau a toujours suivi au fil des années les évolutions technologiques. On a commencé avec le papier et aujourd'hui on est sur le e-learning et des outils comme le simulateur. Mais c'est bien normal parce que d'une part, il faut suivre les évolutions et puis il ne faut pas oublier que notre clientèle finale, c'est quand même plutôt des jeunes de 16 à 25 ans qui sont particulièrement férus de toutes ces nouvelles technologies. Après 6 heures de conduite sur ce simulateur, cet élève pourra donc prendre le volant pour de vrai, accompagné bien sûr de son formateur. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne dans la matinale. Bonne journée et bon week-end sur TV Vendée.